Danielle Doyer, bonjour. Bonjour, Madame Navarro. Bienvenue à Mémoire. Merci. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le milieu dans lequel vous avez grandi? Bien, un milieu, je vous dirais, je les appelais les gars de CN, là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce sont des travailleurs de Via Rail et de Canadian National Railway. Mon père était conducteur de train, brakeman. C'était en anglais parce que c'était beaucoup anglicisé, mais les gens pensaient qu'il conduisait un train. Il n'a jamais conduit de train de sa vie. C'était le chef de train ou le deuxième chef de train. Mais mon grand-père aussi, mon frère. Mon grand-père s'est fait sectionner un bras à Montjoly entre deux wagons. Donc, il est devenu plombier, vaillant comme ça se peut pas. Il a fait la plomberie de plein de presbytères autour de Montjoly, Price, les petits villages autour et à Montjoly. Mon frère était un géographe, il a étudié à l'Université Laval et il est devenu... mon père disait toujours, je vais le faire instruire pour pas qu'il fasse comme moi. Ben, il a fait comme lui. Il a travaillé pour Via Rail et Canadien National sur des trains de passagers et ce qu'il appelait les trains d'ouvrage, les trains de marchandises. Mm-hmm. Alors, j'admirais beaucoup mon père, puis c'était un homme très bon. Puis je me souviens, très ouvert d'esprit. Puis je me souviens que il y avait des gens qui se scandalisaient quand les immigrants italiens arrivaient à Halifax. Ils passaient par Camelton, puis ils prenaient les trains de passagers. Mon père prenait le train. Souvent, il était chef de train sur des trains d'immigrants après la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il était très ouvert d'esprit. Il nous racontait que les Italiennes allaitaient leurs bébés dans les trains. Puis, les gens se scandalisaient de ça, puritanisme. Et mon père disait hey, c'est naturel, c'est naturel. Il disait aux gens, ben là, laissez-les tranquilles, ils s'en viennent chez nous, puis c'est comme ça. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours trouvé qu'il était ouvert d'esprit. Mais du côté de ma mère, c'était des marchands, Sainte-Florence. Il avait ouvert un magasin général. Donc, j'ai baigné dans deux familles quand même assez différentes, celle de mon père, celle de ma mère. Mais vous êtes native donc de Montjoly? Je suis native de Montjoly. Je suis née dans la maison de la famille. Mm-hmm. Dans ce temps-là, il faisait venir le docteur à la maison, puis il y avait comme je dirais entre guillemets, des sages-femmes. C'est la voisine de la rue près de chez moi qui est venue aider ma mère à accoucher avec le médecin, docteur Lepage, dont ils ont fait une murale à Montjoly. C'est drôle parce que quand je suis devenue mairesse de Montjoly, je voyais la murale, je passais. Puis je voyais la murale du docteur Lepage. Je disais, coucou, c'est lui qui m'a vu le premier quand je suis arrivée au monde. Et vous êtes devenue assez jeune copropriétaire d'une entreprise agricole. Puis vous l'avez eue pendant 12 ans. Disons, au début des années 70, on se cherchait une terre. On arrivait dans un village, mon ex-mari et moi, on arrivait dans un village, puis on allait voir et le curé et le maire. Puis on disait, on va acheter une ferme, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Puis pas trop cher, hein? On commençait dans la vie. Alors, à un moment donné, on est allé à Saint-Gabriel, on allait un petit peu dans les villages, puis on est arrivé à Bédessa, puis le maire nous a dit « Ah, je pense que Tigus Thibault sera à vendre, là. Il est rendu à Matane, puis il reste là juste l'été, là. » Il s'en servait un peu comme d'un chalet d'été. Alors, on est allé voir le monsieur à Matane, puis effectivement, on a acheté une terre, la maison, puis le cousin de mon ex-mari a acheté aussi... une terre et la maison dans le même rang. Puis on a habité ensemble quelque temps. Puis après ça, on est resté chacun chez soi. Puis D'ailleurs, c'est une fierté pour moi que ma fille, ma petite-fille, mon ex-mari sont encore dans le rang. Ils développent une entreprise actuellement, puis Projet La Ruche. Puis j'ai passé 15 ans à faire de l'élevage de bovins de boucherie, à accoucher des vaches. Je me souviens très bien avec le vétérinaire Boulanger, Marc Boulanger. Il habitait à Leuzeville, puis on avait accouché. Pendant toute une nuit, on avait essayé de vêler une vache. Puis on avait réussi, mais c'était très difficile. Puis on parlait de l'année du référendum en 80. On vêlait la vache, puis lui était pour le non, moi j'étais pour le oui, puis on discutait, puis on philosophait. Puis on était en train de vêler la vache. Ça fait que je vous dirais que j'en ai vécu des pas pires, autant sur la ferme qu'en politique, oui. Et vous avez aussi, alors là, vous avez changé de domaine, mais quoi qu'on peut toujours trouver des points communs, vous avez étudié en sociologie. Oui, en sociologie et en économie. J'ai fait une majeure en sociologie, une mineure en économie. Donc, c'est après avoir laissé votre entreprise? Ben, j'ai comme divorcé, je suis partie, puis au bout de 15 ans, puis je me suis inscrite à l'université.
et au cégep. Puis quand je suis allée à l'université, mais ils ont dit, Madame Doyer, vous n'avez pas besoin d'aller faire votre cégep, vous avez une expérience de vie, on va vous accepter à l'université. Alors, je me suis inscrite en socio en économie. Puis c'était vraiment intéressant parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Idéalement, je voulais aller en criminologie, mais ça se donnait pas à l'Université du Québec à Rimouski. Mais je regrette pas. J'ai vraiment aimé mon parcours. Puis nos professeurs, c'était beaucoup des professeurs qui enseignaient aussi en développement régional. D'ailleurs, plus tard, j'ai fait ma maîtrise en développement régional. Puis, je ne sais pas si j'avais un pressentiment que je ferais de la politique, mais je voulais vous savez, dans l'Est du Québec, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on a à cœur notre développement. Et en milieu rural, la ruralité, c'est extrêmement important. Donc, sans le savoir, je préparais mon implication en politique, puis je me préparais un bagage intéressant pour être députée. Vous dites justement, oui, vous aviez vraiment deux expériences très différentes, mais complémentaires. Vous dites justement, sans le savoir, qu'est-ce qui a causé votre engagement? Qu'est-ce qui était à la source de votre engagement en politique? D'abord, est-ce que votre famille était politisée? Mon Dieu, oui. Mon père était organisateur libéral passionné. Voilà la source. Alors, en 1960, quand les gens essayaient de faire en sorte que l'Union nationale disparaisse du décor politique, mon père était organisateur libéral. Et quand il y a eu la victoire de Jean Lesage, la fête a eu lieu chez moi, dans la maison de ma famille. Au salon, là, je pensais que le plafond sauterait à force que les gens étaient contents. Et je vous dirais que j'ai déjà accueilli le fils de Jean Lesage. À un moment donné, je travaillais dans un restaurant, j'étais étudiante, j'avais 15 ans. Puis là, j'arrive dans ma rue, je finissais de travailler vers 4 heures, puis je vois une grosse limousine noire, puis des messieurs tous bien habillés qui sortent, puis mon père arrivait presque en même temps, mais je savais qu'il arriverait peut-être un petit peu plus tard. Mais là, c'est moi qui ai accueilli le fils de Jean Lesage avec des messieurs du Parti libéral, puis je leur ai offert du thé, des biscuits, des rafraîchissements jusqu'à temps que mon père arrive. Alors, j'ai vu mon père organiser, puis à quelque part, je suis aussi devenue une organisatrice. Impliquée en politique, mais toujours aussi terrain. Au référendum en 80, j'ai organisé le référendum à Baie-des-Sables, où j'habitais justement, sur la ferme. Et on a gagné le oui dans les rangs où je me suis impliquée. Puis j'ai dit, mon Dieu, là, je me gourmais. Je disais, j'ai fait la souveraineté du Québec dans les rangs à Baie-des-Sables. Tout en accouchant une vache. Tout en accouchant une vache. Mais ça, c'était l'hiver. Mais là, le référendum, je vous dis qu'on l'a fait maison par maison. Puis c'est là que j'ai commencé aussi. Puis d'être conseillère municipale à Baie-des-Sables. Ah, vous avez été conseillère municipale aussi. Conseillère municipale. Puis un dimanche après-midi, le monsieur qui se présentait contre moi est venu me supplier de retirer ma candidature. Si j'avais retiré ma candidature, je ne serais pas devenue députée. Parce qu'on s'aime, S-E-M-E. Oui. Et à un moment donné, j'ai dit non, M. Bernier, je ne retirerai pas ma candidature. Si vous voulez, allez-y. On va voir qui les gens vont choisir. Et il a retiré sa candidature. C'était la dernière journée. Il a retiré sa candidature. Et c'est ça qui a commencé mon implication politique à quelque part. Mais mon implication, je l'avais commencé à l'école, au secondaire aussi. C'est-à-dire? Ben là, les religieuses, les sœurs du Saint-Rosaire, elles nous faisaient... Il y avait des cours d'éducation physique. Il fallait retourner au couvent. Il y avait le collège avec les petits gars, puis il y avait le couvent. Et là, il fallait aller au couvent, une religieuse en avant, une religieuse en arrière, puis toutes les filles au milieu, puis on allait deux par deux aller à nos cours d'éducation physique en 11e année. Moi, à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Fait que là, je suis allée voir Sœur Thérèse. J'ai dit, Sœur Thérèse, pensez-vous qu'on est assez corrects, là, les filles? Vous avez commencé à argumenter, puis à développer des petites revendications, mais des choses que je trouvais qu'il n'y avait pas d'allure. Puis je laissais pas aller. Je disais, Sœur Thérèse, pensez-vous que c'est pas ridicule un peu, là, des filles de 11e année là, qui sont chaperonnées pour aller faire leur cours d'éducation physique parce qu'on s'en va au collège, voyons donc. On n'avait pas de gymnase au couvent. Autrement dit, quand vous vous êtes présenté la première fois pour votre première campagne en 1989, vous étiez déjà impliqué, puisque vous avez travaillé au référendum. Oui, puis impliqué et habitué aux discussions politiques. Puis à la table chez nous, là, il n'y en avait pas de sujet tabou. Et ça, c'était rare dans le temps. Hein. On parlait de politique. Puis mon frère allait chez les Clercs de Saint-Viateur à Matane, puis on discutait politique avec notre père. Notre père, à un moment donné, il était le seul libéral de la famille. Ma mère, un peu ma sœur, mais ma sœur, ça n'a pas été long, elle a rejoint tous les autres. Puis ma mère était politisée aussi.
aussi, ma famille, ma grand-mère. J'ai vu des discussions parce que ma grand-mère avait des tendances d'union nationale. Mon père était super libéral. Alors, ça discutait fort des fois avec les mononcles puis tout ça. Là. Ça devait, hein? Oui. Oui. Ça vous a armé. Oui. Mais alors, comment se déroule votre arrivée dans cette première campagne? Comment ça s'est fait? D'abord, est-ce que vous l'envisagez personnellement? Cette année, je me présente, ou est-ce qu'on est venu vous chercher? En 89? Oui. Oh non, j'ai décidé de me présenter, puis j'ai décidé, puis on m'a choisi parce qu'il y en avait comme pas d'autres, là. On s'en allait, tout le monde savait qu'on s'en allait à Rakiri, là. Hein, on gagnait pas, là. Et c'est venu en 88 parce que le Parti québécois s'était rendu comme un désert dans Gaspé. Il y avait 200 $. À un moment donné, je voulais donner de l'argent au PQ, je voulais reprendre ma carte parce que je prenais toujours ma carte du Parti québécois. Puis je savais plus à qui m'adresser. On a fait un party, un groupe d'amis, où j'habitais, à Douglastown. Puis on a dit, ben là, pourquoi on repart pas ça, le Parti québécois, dans le comté? Ça fait qu'on a fait une assemblée. C'était rendu grave, hein? Il y avait 200 $ dans le compte de banque à la Banque Toronto-Dominion, 200 membres. Puis là, Francis Mainville voulait devenir président. J'ai dit, Francis, tu vas avoir le titre, tu feras pas l'ouvrage, c'est moi qui vais le faire, parce qu'il voulait que je sois vice-présidente. Il a dit, c'est vrai, Daniel, ça fait que je sois présidente. Je suis devenue présidente du comté de Gaspé. Fait que c'était comme une porte pour devenir présidente régionale, tu sais, de l'implication, de connaître le Parti québécois, d'aller aux réunions, puis Dieu sait qu'il y en avait au Parti québécois. Quand réunions dans le comté, dans la région. Et la région, à ce moment-là, je suis devenue présidente de région avant de partir de Gaspé, parce que j'étais justement candidate en 89. Ils ont dit, ben sois candidate d'abord. Puis M. Parizeau était venu avec son épouse Alice. Puis il avait fait une tournée en Gaspésie, puis on l'avait rencontré à Gaspé. Puis là, j'avais été vraiment en admiration concernant M. Parizeau, quel homme intelligent, puis je l'avais beaucoup aimé. Puis là, j'ai dit, je vais être candidate. J'ai demandé à Mme Doyer, là, dès que si on nous fait confiance le 12 septembre, là, d'amener ce dossier-là, pour qu'on essaye de le régler, non, pas qu'on n'essaye pas de le régler, qu'on le règle. Il faut que, au fur et à mesure, là, où les députés nouveaux s'installent dans leur siège, qui passent leur râteau comme ça un peu partout, puis qui apportent ça à Québec pour que ça se règle, ça aboutisse. Puis on avait fait une campagne là, d'enfer. 54 militants bénévoles dans le comté, pas plus que ça, avec Richard Filion, qui était président du syndicat du cégep de la Gaspésie et des Îles, et mon organisateur, mon DOC, ce qu'on appelle un directeur d'organisation de campagne. Puis on a fait une belle campagne, mais c'était long dans ce temps-là. C'était 54 jours. Ça a changé. Après, c'est devenu 45 jours de campagne. Puis en dernier, maintenant, c'est pas tant que ça, là, 2 jours, mais c'était vraiment épuisant. Mais on a fait une belle campagne. Puis ça m'a appris, en 89, tout ce qu'il faut pas faire pour perdre. Tout ce qu'il faut faire pour gagner, tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, en fait, c'était comme une répétition pour vous. Vous n'avez pas été élu, mais vous avez appris beaucoup. J'ai appris beaucoup parce que souvent, les gens, quand tu fais campagne, veulent t'amener voir les militants, ceux-là qui travaillent, l'organisation. Moi, c'est ce qu'ils m'ont fait en 89. Viens voir monsieur Untel, c'est notre organisateur. Mais il faut penser qu'il fallait retrousser un peu l'organisation. Mais à un moment donné, quand je suis arrivée dans Matapédia, parce que je suis devenue présidente régionale de l'Est du Québec, et dans ce temps-là, les 2 régions étaient ensemble. Hein. Moi, je me suis occupée du Kamouraska-Témiscouata jusqu'aux îles de la Madeleine, les 8 comtés, parce que dans ce temps-là, on avait 8 comtés. Imaginez maintenant, c'est une peau de chagrin, on a 4 à 5 comtés. Et il y avait 8 présidents de comté, on avait 8 candidats, on a fait campagne. Et je suis devenue présidente régionale et je suis partie vers Rimouski. J'ai habité à Sainte-Flavie. C'est là que j'ai fait ma maîtrise en développement régional. Puis j'enseignais au cégep de la Gaspésie et des Îles. Puis on m'a choisi pour enseigner aussi en sociologie à Rimouski. J'ai été chanceuse. Donc, je me suis retrouvée un emploi à Rimouski. Puis c'est là que j'ai pu continuer ma carrière politique, mais dans Matapédia. Mais donc tout ça en étant présidente, c'est ça? Présidente bénévole, là, pas payée, là, puis que tu vas dans des réunions les fins de semaine, puis tu arrives pour donner tes cours le lundi. T'es brûlé, fatigué, t'es rentré chez vous le dimanche soir. Imaginez les militants, les bénévoles des régions, là, quand ils vont dans des réunions à Montréal, Québec, là, faut que tu fasses de la route après pour t'en retourner chez vous. Puis je me souviens d'être prise dans des tempêtes de neige, obligée de coucher dans le coin de Saint-Michel de Bellechasse avec la présidente du comté de Rimouski, toutes les deux dans une petite chambre de motel, là, sauver notre peau là, dans la tempête de neige. Puis d'ailleurs, il restait une amie, Lucienne Simard,
Puis on se remémore souvent ça, là. Et nos folies de revenir le dimanche soir dans des tempêtes de neige, vous savez. Mais on voulait, puis on militait, puis c'était quand même intéressant. Vous avez appris énormément, Oui. justement, pour cette campagne de 1994 qui va être votre prochaine étape. Oui, oui. Vous vous présentez dans Matapédia. Oui. Puis là, j'étais contente parce que c'était chez moi. Oui. Ben, Gaspé aussi, les gens étaient super. Mais là, j'arrivais, j'ai toujours dit un pied dans la vallée. Ma famille du côté de ma mère était dans la vallée. Est dans la vallée de Sainte-Florence. Puis dans la Métis, c'était mon père. Puis j'étais chez moi là. Parce que j'ai fait toute mon adolescence, mon enfance à Montjoly. Ma famille vit là à Montjoly. Mon frère, mes sœurs sont là. Des gens, plein de gens que je connais. Et là, j'arrivais chez moi. Puis c'était la première fois qu'il y avait une femme qui se présentait, dans Gaspé aussi d'ailleurs. Puis là, les gens disaient, je me souviens très bien, un agriculteur, Marcel Lévesque, j'oublierai jamais son nom. Puis c'était un péquiste. J'arrive, je le vois dans une réunion avec des agriculteurs. Il me dit, Madame Doyer, vous gagnerez jamais une femme. J'ai dit, il dit, il faudrait pas que ça paraisse trop que vous êtes une femme. J'ai dit, comment je vais faire ça? Dites-moi ça. Il riait, mais c'était pas drôle. On rit, hein, Madame on Navarro, rit, là, mais c'était oui, pas mais drôle. non. J'ai On dit, va pas partir là-dessus. Dieu, son âme, il est mort, puis c'est un homme gentil, mais mon Dieu, se faire dire ça, là, comment je vais faire pour que ça ne paraisse pas que je suis une femme? Je suis une femme, je le revendique, puis je le revendiquais. Puis les gens, d'ailleurs, sur le terrain, disaient, « Hey, on est content, enfin une femme! Ça fait qu'à un moment donné, j'ai gagné. Puis il ne s'attendait pas à ça, mon adversaire, puis se faire battre par une femme. Ouais. Comment s'est passée votre victoire? Vous disiez que vous étiez chez vous, vous aviez votre monde autour de vous. Je savais comment faire campagne. Moi, j'ai toujours fait campagne de la même façon. Puis d'ailleurs, Christina Michaud, la députée du Bloc, quand elle a fait sa première campagne, on avait jasé, on s'est rencontrés, puis j'ai dit, Christina, je vais te montrer comment faire de la politique. Elle a dit, oui, Daniel, je vais... Parce que j'avais été élue 5 fois. Fait que j'ai dit, tu vas au hasard, parce que ils vont t'amener voir des péquistes, des bloquistes. J'ai dit, c'est pas ça. Quand vous dites ils vont, de qui vous parlez? L'organisation. Okay. Ils veulent vous Ton faire organisation. Faire des choses. Ouais. Ils te prennent possession de toi puis ils te disent quoi faire. Puis moi, là, à un moment donné, j'étais échaudée dans Gaspé. J'ai dit, je ne veux plus jamais me faire battre. Je vais faire campagne comme je pense qu'on doit la faire. Alors moi, j'avais mes responsables d'agenda qui faisaient mon agenda. On avertissait les gens qu'on passait au bureau de poste, à la caisse, à l'épicerie, aux épiceries, dans les commerces, partout, parc industriel. L'agenda était fait en fonction de ça. Et au hasard aussi, où est-ce que tu te mets en situation de rencontrer monsieur, madame, tout le monde? Dans le feu de leur action, dans les écoles. Puis dans ce temps-là, c'était facile d'entrer dans les écoles. Maintenant, c'est plus difficile, c'est barré. Mais il faut s'annoncer. Puis on va... Bon, je dis, aujourd'hui, je vais au IGA ou au Maxi. Puis je disais à Christophe, c'est ça. Et là, tu te promènes, tu vas voir les gens. Là, tu as des gens de tous les partis, normalement. C'est sûr que chez nous, il y en a plus. Oui. Bleu. Mais il y a quand même des adversaires, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui veulent pas aller voter. Alors, tu t'organises pour leur parler, comment ça va, tout ça. Puis c'est comme ça, moi. Puis c'est comme ça que j'ai fait les plus belles campagnes aussi. Et les gens, je pense que les gens apprécient ça. Et ils te voient. Parce que de la première journée de la campagne à la dernière, ils te voient en action. Puis ils sont contents, puis tu peux faire le point. Puis l'élection suivante, tu fais la même chose. Ah, Madame Doyer. Puis entre deux, il faut que tu ailles les voir aussi. Il ne faut pas que tu te caches dans ton bureau après, puis que tu ailles plus voir les gens de ta circonscription, parce qu'ils vont dire, oh, 4 ans de temps. C'est comme la chanson de Félix Leclerc. Après ça, on les voit plus, là, ils ne savent plus ton nom. Non. Donc, vous êtes élu, vous célébrez, j'imagine, cette belle victoire. Ah oui, c'était beau. Est-ce que votre père était décédé? Il n'a jamais vu ça. J'ai gagné par 1925 voix. Puis Puis mon père n'a pas vu ça, mais peut-être de haut du ciel, je ne sais pas pour ceux qui croient à ça. Mais il aurait été sûrement content qu'une de la famille Doyer soit à l'Assemblée nationale. Oui. C'est une fierté. Bien, justement, parlez-moi-en de votre arrivée à l'Assemblée nationale. Comment ça s'est déroulé? Bien, c'est un peu euphorique. Puis on se rend compte aussi qu'on n'est pas beaucoup de femmes, hein, parce que dans le temps, on était 30 femmes sur 125 de tous les partis. Fait qu'on arrive, là, puis on avait quand même une bonne cohorte de députés, le Parti québécois. En 94, on était 70 quelques, je me souviens plus, 72, 76, je sais pas trop. On était dans 70. C'était beaucoup de monde au caucus. Et là, on se fait assermenter. Et moi, vous savez, la bataille que Pascal a faite avec Paul mes collègues, Paul Saint-Pierre Plamondon, et Pascal aussi, pour ne pas se faire le serment à la reine. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je vous le dis. J'ai toujours marmonné, rien.
Puis j'ai toujours été assermentée, puis j'ai toujours fait mes mandats parce que je marmonnais. Puis le secrétaire m'entendait marmonner, puis il disait « OK, elle l'a dit le serment. » Mais c'est ça. Puis on était euphoriques, on était contents. Moi, c'était vraiment intéressant aussi d'amener les préoccupations. Je suis une fille de ruralité, de développement régional, d'agriculture, de forêt, parce que mon passage en agriculture m'a rendu consciente des problèmes de l'agriculture, qui sont encore les mêmes d'ailleurs, hein, parce que les agriculteurs, c'est toujours difficile pour eux. Alors, mais revenons à votre arrivée. Est-ce que vous avez été intimidée par le protocole, les codes? Comment vous avez composé avec tout ça? Non, moi, je trouve qu'on est bien pris en charge par l'Assemblée nationale, les députés. De mieux en mieux aussi, je vous dirais. On a eu des formations plus tard, là, dans mes autres mandats. Mais on est pris en charge. Puis par notre parti aussi. Puis moi, on s'est trouvé des mentors. Souvent, au Parti québécois, on avait des députés très expérimentés qui prennent en charge des députés plus jeunes. Je l'ai fait, moi. Mon petit poussin, c'est le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, que j'aime beaucoup. Dave Turcotte, je l'appelle mon petit poussin parce que c'est moi qui ai été un peu sa mentor, entre guillemets. Et vous en avez eu aussi? Oui, Denis Perron. Denis Perron était mon mentor, mais il s'était offert. Mais on s'en trouvait un où il y a quelqu'un qui venait s'offrir. Puis moi, Denis Perron, c'était le député de la Côte-Nord. Puis il me disait, fille, à chaque fois que tu as un dossier difficile, que tu sais pas par quel bout le prendre, viens me voir. Fait que j'allais le voir. À un moment donné, un dossier très difficile de CSST, ça s'appelait comme ça dans ce temps-là. Je suis allée le voir, je disais, j'ai un dossier épouvantable de CSST, aide-moi, Denis. La commission de santé et sécurité au travail, pour les gens qui vont nous écouter. CSST, donc un des accidents de travail difficiles, des maladies industrielles, des choses comme ça. Puis Denis m'aidait, puis un député aussi dans une région, hein, Côte-Nord, c'est en face de chez moi. Oui. Alors, Puis on est pris en charge. Et ce qui était impressionnant, Mme Navarro, c'est la qualité des personnes avec qui j'étais. Jacques Parizeau, Camille Lorrain. Qui était premier ministre. Camille Lorrain, Jean Campeau, Jeanne Blackburn, je pourrais vous les énumérer, Jacques Brassard, Jacques Léonard. Jacques Léonard était au Conseil du Trésor. Puis dans ce temps-là, avec le déficit zéro, là, avec Lucien Bouchard, il me disait non. Et puis même au début de mon premier mandat, il disait non à tout comme conseil. Là, je partais pour dire lirer, mais c'est à peu près ça. J'allais revendiquer de l'argent pour tel ou tel dossier. Ben là, on n'a pas bien d'argent, il faut faire des restrictions budgétaires. Il me disait non, puis je disais merci les gens, parce que je l'aimais trop, il était gentil, puis je pouvais pas lutter trop fort contre lui. Mais à un moment donné, c'est ça, là. Mais Camille Lorrain, puis si jamais tu as quelque chose, viens me voir. Puis, vous savez, ces gens-là étaient d'une gentillesse et d'une intelligence. C'était des grandes pointures. Ah, intellectuellement. Oui. Intellectuellement, M. Parizeau est la personne que j'ai rencontrée. Puis j'en ai rencontré. Vous les avez tous rencontrés? Tous rencontrés, les anciens, les actuels. Puis quand j'écoute la télé, je les vois tous, j'ai siégé avec eux autres. Mario Dumont, Marie Grégoire, je pourrais toutes vous en nommer, Thomas Mulcair. Et Jacques Parizeau, au caucus, il nous expliquait des choses, là, puis tu te trouvais plus intelligent après. Hein? Pas moins intelligent parce que tu n'avais pas compris la moitié de ce qu'il disait, là, mais dans des termes simples et dans un langage super correct. Il était capable de nous expliquer des choses compliquées en économie, le budget du Québec, les crédits. Et je vous dis qu'à un moment donné, là, il faut être aguerri. C'est pas vrai que tu peux t'improviser député, hommes et femmes, arriver à l'Assemblée nationale, puis quand tu es en études de crédit, là, que tu es la responsable dans l'opposition, ou d'accompagner ton ministre qui est là, puis de faire une intervention qui est censée. À un moment donné, tu peux pas t'improviser connaissant de tout. Là. Et ces gens-là, là, vraiment, là, c'est toute une école de côtoyer les personnes au caucus. Est-ce que vous attendiez à avoir des charges, des responsabilités? Est-ce que vous attendiez à être ministre ou, je sais pas, d'avoir peut-être responsable de la région? Est-ce que vous aviez des attentes? Quand la première année, à un moment donné, il avait nommé, M. Parizeau avait nommé des délégués de région pour faire la campagne référendaire. Et j'avais pas été nommée, puis il n'avait pas nommé de personne pour le Bas-Saint-Laurent. Et les gens du Bas-Saint-Laurent étaient très fâchés, puis ils revendiquaient dans les médias d'avoir un délégué pour leur région, parce qu'il avait nommé Mathias Rio pour l'Est du Québec. Et là, les gens revendiquaient, on veut notre délégué, et j'ai été nommée. 2-3 mois plus tard, de la nomination de tous les autres, M. Parizeau m'avait nommé délégué du Bas-Saint-Laurent.
Mais j'ai jamais été nommée ministre parce que moi, je faisais beaucoup de revendications au caucus, puis je me levais. Puis des fois, les ministres, ils en mangeaient des pas pires parce que je trouvais que leurs décisions étaient absurdes ou pas applicables ou que ça n'avait pas de bon sens. Puis que nous autres, les députés sur le terrain, as-tu pensé à l'effet que ça va avoir au niveau politique? Puis as-tu pensé que ça, le pauvre agriculteur ou agricultrice ou le forestier, là, ça prend des budgets pour la sylviculture, il n'y en aura pas assez, blabla. Et moi, j'étais très costaude dans mes interventions. Rita Dion Marcella m'avait dit, puis j'avais trouvé ça un coup au cœur, tu seras jamais nommé ministre, Daniel, parce que tu es trop franche, trop honnête au caucus, tu es trop revendicatrice. Ben, je lui avais dit, Rita, si c'est ça, mais je vais toujours être députée tant que je vais vouloir l'être. Et c'est le cas. Parce que si j'avais voulu rester, probablement que je serais encore là. Sans trop me vanter, mais Pascal est là. Il est dans mon comté. Donc, l'aménagement, les équipements, l'aménagement du territoire, c'est des enjeux cruciaux dans votre région. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes engagé en politique? Oui, oui. Pour ça, et régler aussi les dossiers personnels des gens, des citoyens, citoyennes qui souvent sont pris dans des dédales administratifs. Mais le développement du territoire, d'être capable de se développer au niveau de l'agriculture, de la foresterie, d'avoir des commerces qui sont vraiment du coin, tout ça. Et d'ailleurs, je l'ai concrétisé quand Jean-Pierre Jolivet m'a donné la responsabilité de préparer la première politique de la ruralité du Québec. Vous nous dites qui est Jean-Pierre Jolivet? Jean-Pierre Jolivet était le ministre du Développement des régions. Parce que quand le Parti québécois était au pouvoir, on avait créé un ministère des régions et Jean-Pierre Jolivet était mon ministre et moi, j'étais son adjointe. Puis les ministres ont toujours la prérogative de donner des dossiers à leur adjoint. Et moi, j'étais adjointe aux régions et il m'a dit, Daniel, tu vas travailler avec l'équipe. J'avais le sous-ministre, M. Desrosiers, puis Harold Debille qui était là-dessus. Et j'avais pris... On était 8 députés. J'avais choisi des députés à qui j'avais demandé de venir. Des députés des régions rurales, bien sûr, qui cette question-là les préoccupait. Et nous avons élaboré pendant 2 ans. Ça nous a pris 2 ans à élaborer la première politique de la ruralité du Québec. Et... on l'a déposé et il y a eu, bien sûr, des millions d'ajoutés. Donc, le maintien, ça pouvait, entre autres, être le maintien de la dernière école du village, le maintien de la caisse populaire, le maintien des commerces. Et là, on est dans votre premier mandat? Toujours dans votre premier mandat? 2e, je dirais. OK. 2e, 3e. J'en ai fait 5. Oui. Oui, tout ça s'étend sur beaucoup d'années. Mais on va juste terminer sur votre premier mandat, puisque c'est quand même l'année du référendum en 1995 et vous avez été impliqué. J'étais responsable de la région du Bas-Saint-Laurent au référendum. J'étais déléguée du Bas-Saint-Laurent et à chaque mardi, M. Parizeau réunissait les délégués. Ici, là, au Bunkers, quand même. Vous connaissez le bunker, l'autre côté de la rue? Pas personnellement, mais je sais de quoi vous parlez. Oui, les calorifères très laids, là, l'édifice que M. Bourassa a fait construire parce qu'il voulait avoir son hélicoptère sur le dessus et tout. Et les délégués avaient des bureaux, chacun un bureau là. Et M. Parizeau nous réunissait. C'est là qu'il réunissait les ministres aussi. Et le mardi, il réunissait les délégués régionaux. Puis le mercredi, il y avait son conseil des ministres. M. Parizeau nous disait « Réglez des dossiers », avec sa voix, là, hein? « Réglez des dossiers, on veut qu'on règle des dossiers. Prouvez aux gens qu'on est capable de régler des dossiers. » Et je peux vous dire que j'en ai réglé, puis, entre guillemets, par-dessus la tête des ministres. Ou de dire à M. Parizeau, là, on voudrait régler ça, ça prendrait ça, mais le ministre veut pas. Le ministre peut pas, des fois, mais des fois, il veut pas. Ça fait que moi, ça m'est arrivé quelques fois. Puis, je pourrais vous donner des exemples. Je ne sais pas si par grandeur d'âme, je ne donnerai pas. Peut-être un. Allez-y. Jacques Brassard, ministre, et que Premier Tech, Tourbière Premier, maintenant, Premier Tech est une des grandes entreprises du Bas-Saint-Laurent, voulait commercialiser le biofiltre à base de tourbe. Biofiltre à base de tourbe. Et ça, c'est pour des endroits restreints, tout ça. Et je vous dirais qu'il y avait un lobby des gens qui font ça autrement, hein, de façon conventionnelle. Et ils voulaient pas que ce soit commercialisé pour leur nuire. Et j'ai dit à M. Parizeau, je vais vous emmener visiter cette entreprise-là, rencontrer M. Bélanger, le propriétaire, et il va vous expliquer c'est quoi. Mais ça n'a pas pris du temps. Ça a pris 1 mois, 2 mois, puis le dossier se réglait.
il pouvait y avoir une réglementation pour faire en sorte que ça se commercialise. Et c'est grâce à moi, puis à mon travail de délégué de région, que ça a pu être commercialisé. C'est encore aussi dans le décor comme une des solutions d'assainissement des eaux. Mais là, vous êtes donc passé par-dessus un ministre. Un ministre, Et Jacques Brassard. Comment ça s'est passé? Il n'était pas trop de bonne humeur. Non. Comment ça se passe? Il vient vous parler? Non. J'ai parlé à M. Parizeau, il l'a réglé. Puis ça s'est passé par le personnel de M. Parizeau, au cabinet de M. Parizeau, qui a fait pression là, au ministre pour qu'il sorte la réglementation. OK. Oui. Je l'ai fait, hein, puis des fois, puis je suis allée déjà manifester contre la fermeture de mon bureau de service agricole à Montjoly, il fermait mon bureau. Je suis allée manifester contre le ministre Marcel Landry, il était pas trop content. J'étais avec les agriculteurs en avant du bureau de service agricole ou de l'UPA à Rimouski, puis j'allais manifester avec les pancartes. Mais comment c'était la vie de caucus à ce moment-là, vu que vous aviez déjà rapidement cette personnalité un peu... Les gens s'y attendaient, là. Ils disaient attention, là. Puis, vous savez, André Boulris, c'était drôle. Là. Si André Boulris de Montréal, j'étais pas la seule comme ça, là. Les gens pensent qu'on est tous des gentils toutous, là, qui disent toujours oui à tout. C'est pas vrai, ça. Mais c'est important. Je vous donne un petit peu des petits secrets d'alcôve de caucus. Mais vous savez, on va pas s'en vanter après. Puis l'important, c'est le secret du caucus, pendant que les choses se discutent. Et après, quand on sort et qu'on fait des enlignements, qu'on le respecte, qu'on respecte nos ministres aussi, qu'on les humilie pas indûment, qu'on soit correct avec eux autres, parce qu'après, on va avoir encore affaire à eux pour régler nos dossiers. Jacques Brassard, ministre de l'Environnement, ou des autres. Tu sais, à un moment donné, tu as affaire à eux autres, là, après, à d'autres ministères aussi. Alors non, moi, je vous dirais que j'ai toujours eu une bonne entente avec les ministres. Et même les ministres, quand j'étais pas au pouvoir avec mon parti, j'ai gardé de très bons souvenirs avec d'autres ministres, Yves Bolduc, Julie Boulay. Ils m'ont réglé des dossiers, puis je l'ai toujours été capable de les prendre correctement aussi, de les respecter dans ce qu'ils pouvaient faire, puis dans leurs limites aussi. Hein, à un moment donné, il essaie aussi de faire des choses des fois, puis ça passe pas. Revenons juste pour terminer sur le référendum, sur l'échec du référendum. Oui. Comment vous avez vécu cet échec-là? Est-ce que vous étiez démotivé ou au contraire, ça vous a motivé Écoutez, échapper à un pays par 32 000 voix, alors que les Médiacom ont été achetés par le fédéral, réservés par le fédéral avant la campagne référendaire, que le camp du oui et le camp du non ont dépensé et que le fédéral a dépensé autant que le camp du oui et du non ensemble. On avait l'impression de s'être fait flouer. Et il y avait eu toute une démarche avant le référendum dans le respect de la démocratie. Alors, c'est sûr qu'on n'était pas contents, là. Mais est-ce qu'il y a un autre peuple dans le monde que le peuple québécois pour faire de pareilles batailles, de pareilles discussions et dans la même semaine retourner au travail puis qu'il n'y ait pas une guerre civile? J'ose le dire. Nous sommes de grands démocrates. Parce que si on n'était pas des grands démocrates, le peuple québécois, là, il se serait passé des choses pas belles. On l'aurait vu à ce moment-là. Ouais, on l'aurait vu. Puis je peux vous dire qu'après, on retourne. J'ai dû calmer le jeu en 95 parce qu'il y en a qui étaient vraiment pas contents. Le soir du référendum, là, j'ai dit à des gens, wow, tu sais, la violence, c'est pas, ça commence à un petit endroit, là, c'est comme un feu, puis ça peut se faire comme ça, là. Et moi, j'ai toujours été contre la violence, donc pas de violence, pas de la démocratie. On continue, on travaille, on argumente, ça va revenir un jour, on sait jamais. On garde espoir. Oui, c'est ça. Puis on continue à travailler, puis on continue à faire la preuve que oui, c'est possible. Oui. Donc là, vous êtes toujours évidemment responsable des régions et très impliqué. Il y a aussi tout le dossier du prolongement des autoroutes, de la 20, la 132. Ça vous a suivi aussi tous vos mandats? Tout le temps. Oui, le prolongement de la 20, là, puis je faisais des farces. Je disais, quand on est au pouvoir, le PQ, on va l'appeler la 10, la 20, parce que la 20, ça paraît bien. Puis quand c'est les libéraux, c'est la 10. Puis de toute façon, entre Montjoly, imaginez, entre Montjoly et Rimouski, c'est 2 voies. La plupart du temps, c'est 2 voies. Puis d'ailleurs, Pascal Birubé est en train de faire une bataille là-dessus pour l'élargissement, parce qu'il y a eu des décès. L'élargissement, une autoroute, là, ça 2 voies séparées. Et c'est pas ça, là. Et c'est... au moins, on a
une route qui est plus facile pour le camionnage. On se trouve à avoir la 132 sur le bord de la mer et 2 voies qui traversent le milieu rural. Et ça l'a ajouté, il y a 10 à 15 000 navettages par jour entre Montjoly et Rimouski. Puis il y a une grosse bataille actuellement dans le coin de Trois-Pistoles, puis je comprends pas les gens. Écoutez, s'il y a un accident là, dans ce coin-là, ben la route principale, elle est bloquée. Il faut qu'il dévie le trafic dans les rangs. Puis c'est parce que la 20, elle passe... on parle de la 132? Je parle de la 132, mais oui. Qui veulent être... Oui. La 132 arrive actuellement à Kakuna. Là. Elle a été prolongée jusqu'à Kakuna. Mais là, ils sont allés faire plutôt la route. L'argent a été mis surtout par le Parti libéral vers le Témiscouata. Alors, tout cet argent-là, qui était supposé être mis pour prolonger la 20, ben il a été mis là. Ils ont des super belles routes dans le Témiscouata, puis pour aller au Nouveau-Brunswick. Alors que nous, dans l'Est du Québec, là, c'était curieux parce que au lieu de prolonger à Rivière-du-Loup et dans ce coin-là, ils sont allés faire un bout à Rimouski à cause du député Michel Tremblay, qui avait réussi à avoir ça. Moi, je remercie Michel parce que ça a pu continuer dans mon comté jusqu'à Montjoly, au moins d'ajouter 2 voies. Vous avez parlé de la fusion possible du Bureau de renseignement agricole de Montjoly avec celui de Rimouski. Oh non, c'était l'abolition complète. L'abolition. Puis, de nos jours, quand je regarde ça, c'est ça qu'on peut faire aussi, Madame Navarro. Quelques années plus tard, lorsqu'il y a un dossier qui se discute, puis quelques années plus tard, ben tu te dis, c'était pas super finalement comme décision. Parce que c'est le privé qui a pris le relais. Le privé a pris le relais de ça. Imaginez-vous donc. Dans ce temps-là, j'avais les baguettes en l'air, la pancarte de travers. Pouvez-vous nous expliquer l'enjeu de cette fusion? Qu'est-ce que ça causait comme problème? C'était pas la fusion, c'était l'abolition. La disparition. Oui. La disparition des bureaux de services agricoles qui relevaient du ministère de l'Agriculture. Donc, ils abolissaient le bureau de Montjoly, puis les gens de ma circonscription devaient aller à Rimouski. Donc, ça leur faisait faire du voyageage sur les routes, et ça, j'aimais pas ça. Puis, c'est toujours la perte d'emploi aussi. La perte d'emploi, puis c'était pas juste à Montjoly que c'était aboli, mais il y avait quelques bureaux de services agricoles au Québec qui étaient abolis. Donc, une centralisation. Hein. Puis aussi une perte d'expertise. Vous dites que c'est allé au privé, ça veut dire que le public se prive d'une expertise sur... qui est développé. Sur un domaine. La perte d'emploi, bien rémunéré, les services, les habitudes des gens d'aller voir leurs techniciens agricoles dans un bureau. Est-ce que les agriculteurs sont venus vous voir pour... Oui, on a revendiqué tout le monde ensemble avec l'UPA, puis ça s'est fait quand même. Hein. Puis là, des années plus tard, tu te dis, bon, la nature a horreur du vide, avec le privé a comblé le besoin de ces services-là aussi, puis la vie continue. Alors... Mais je me suis rendu compte que toutes les batailles qu'on a faites pour la décentralisation, on avait eu beaucoup de succès dans l'Est du Québec, puis on a maintenu avec des gars comme Guy Chevrette qui y croyait, là, on avait maintenu des services beaucoup, justement dans le monde rural, avec la politique de la ruralité, la politique de développement régional. Puis d'ailleurs, Nathalie Normando avait suivi les traces, hein, avait continué, avait bonifié les politiques que le Parti québécois avait élaborées dans ce sens-là. Vous parlez de Nathalie Normando, oui. Vous avez eu parfois aussi des alliances avec certains ministres ou députés d'autres partis. Oui, expliquez-nous, racontez-nous. Oui, je vais vous expliquer parce que Nathalie Normando, au-delà de la différence de parti, j'ai toujours eu une bonne entente avec elle. Donc, elle venait de la Gaspésie, c'est ma voisine de comté. C'était ma voisine de comté dans la baie des Chaleurs. Et moi, quand elle... Puis d'ailleurs, les gens de mon comté l'ont déjà recueillie à Saint-Moïse dans une tempête de neige. Ils l'ont accueillie. Ils lui ont donné le gîte et le couvert. Les tempêtes de neige sont des beaux prétextes c'est ça. Puis après ça, les gens m'avaient raconté ça, le ministère. Bon, tant mieux, on l'a sauvé. Ça fait que... Puis elle, à chaque fois, elle était ministre des Forêts. Puis moi, là, j'ai toujours fait des grosses batailles avant que le printemps arrive pour des budgets en sylviculture, pour faire travailler mes sylviculteurs, mes travailleurs forestiers, les bûcherons. Et j'étais comme une hyène là, pour dire « ça vous allez sortir de l'argent pour aménager la forêt, blabla ». Puis j'y croyais, puis j'y crois encore. Et d'ailleurs, on a eu l'expérience de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, puis c'est un peu mes revendications. Il fallait travailler la forêt et tout, puis on s'en est réchappé un peu grâce à ça. Et si on revient donc aux alliances... Nathalie Normando était ministre, puis moi, Nancy Charest, députée de Matane, les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, je vous dis un secret, là. Les gens ne savent pas que Nancy Charest et moi, on était copines, quasiment amies, députée libérale de Matane, puis moi de Matapédia, puis une année, on se réunissait dans son bureau, l'autre année dans mon bureau, d'un étage à l'autre, et on travaillait
notre stratégie par rapport à Nathalie Normando pour avoir davantage de budget ou autant de budget pour nos sylviculteurs. Parce que nos comtés sont limitrophes. Hein, le comté de Bonaventure, Matapédia, Matane. Puis là, bon, ben, elle pouvait pas affronter sa ministre directement, hein, même parti. Fait que moi, je dis, bon, je vais travailler ça, vous aviez Nancy, un plan. on va... Oui, on avait un plan, puis je disais, vas-y, toi aussi, revendique. Puis moi, je vais y aller, mais vu que je suis dans l'opposition, je peux être un petit peu moins gentille. Ça fait que go. Puis elle était toujours correcte, Nathalie. Oui. J'étais en vacances avec mes sœurs dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je l'appelais là, au mois d'août. Je disais, Nathalie, là, il manque 100 000, 200 000 là, pour que les gars travaillent là, jusqu'en octobre. Là, ça n'a pas de bon sens, ils vont tomber. Vous savez, chez nous, là, le travail saisonnier, c'est terrible. Hein? Puis sur la Côte-Nord, encore plus des fois. Ils revendiquent encore avec le fédéral pour le chômage. Mais moi, là, je savais que l'expertise en sylviculture se perdrait à force de... c'est un mot écœuré. Écœurer le monde à travailler peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça n'a pas d'allure. Donc, toute cette expertise de travailler dans la forêt, planter des arbres, faire de la sylviculture, aménager la forêt, si on ne veut pas la perdre, il faut que les gens puissent travailler suffisamment de mois. Puis on avait une école, on l'a encore, de foresterie à Cause-Abscale. Fait que ça sert à quoi de former des sylviculteurs, des gens en forêt, si ils travaillent plus là, puis qu'il y a plus personne qui veut y aller, parce qu'il n'y a pas de stabilité, puis qu'on peut pas se faire une vie. Vous avez vraiment vu la transformation, vous, de l'industrie, de ce secteur-là. Ah oui. Qu'est-ce qui est le plus grand changement là, au cours de tous vos mandats, du premier jusqu'au dernier? Qu'est-ce qui a le plus changé? En forêt? Oui. Ben, c'est que, au début, mon premier mandat, là, il y avait des entreprises des scieries. Plusieurs petites scieries, des grosses. Et maintenant, il y en a plus. Il y en a juste 2. Il y a presque plus de scieries. Il y a le groupe Cédrico qui a une scierie à Price, une scierie à Cause-Abscale. Il y a des usines de transformation, de première, deuxième transformation, de Niso-Lebel à Price. Avant ça, j'avais des petits moulins, des petites scieries dans certains des villages. Puis ça l'a tout fermé. Donc aussi les entreprises liées, disons, de construction ou des ateliers, des choses comme ça, qui utilisaient le bois aussi, étaient présents. Oui, mais c'est comme une centralisation. Quelques entreprises qui restent, mais qui sont plus grosses. Et plus viables aussi, entre guillemets. Parce que les petites scieries, là, on était obligé de les supporter régulièrement. Puis aussi, ce qui a fait ça, c'est que le régime forestier a fait en sorte qu'il y avait moins accès à la ressource. Il diminuait les milliers de mètres cubes qu'ils pouvaient aller chercher en forêt. Quand tu diminues les milliers de mètres cubes que tu peux aller chercher en forêt, ben ça serait sans l'usine. Donc, en restreignant, la tarte qui reste là de la forêt pour pouvoir l'amener en usine, il commence à en avoir moins. Donc, chez nous, ce qui est particulier dans le Bas-Saint-Laurent, Mme Navarro, c'est la forêt privée aussi. Elle est très importante. La forêt? Privée et la forêt publique. Parce qu'il y a la forêt publique, comme sur la Côte-Nord, c'est surtout la forêt publique. Mais nous autres, on a la forêt publique qui est pas importante et on a la forêt privée. Une usine comme l'usine de Sébec, qui est une usine de panneaux mélamine, achète du bois des producteurs de boisés privés, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait les producteurs privés. C'est sur des terres. Comme moi, quand j'avais une terre, là, on vendait du bois. Puis ce bois-là s'en va à l'usine privée. Puis c'est mis en marché par le syndicat des producteurs de boisés privés du Bas-Saint-Laurent. Et ce sont des syndicats qui négocient les prix. Oui. Et ça, là, c'est beaucoup transformé. C'est beaucoup... Puis j'en avais à L'Hugeville aussi une scierie, les Saint-Laurent. Et il y en avait partout, des petits villages. Alors, ça, là, il y en a de moins en moins. Ils sont de plus en plus grosses. Comme les fermes, hein? Comme les petites fermes, là. Malgré que les jeunes reviennent en région, puis ils font des belles choses au niveau des petites fermes en agriculture maintenant. Il va y avoir une autre bataille aussi qui va opposer les maires et les MRC de votre région contre le projet du ministre des Affaires municipales, M. Trudel, à l'époque, qui voulait couper 500 millions dans des dépenses des municipalités. Bon, comme vous étiez responsable, vous étiez aussi appelé à vous prononcer, à faire quelque chose pour elle. Est-ce que vous sentiez que vos responsabilités là, de représenter ces maires, mairesses, plutôt des maires, là? Ouais. Est-ce que vous sentiez que c'était encore en porte-à-faux avec la loyauté au parti?
Non, parce que sûrement que ces choses-là se sont dites au caucus. Mais Continuez. c'est la question des fusions municipales qui a été majeure. Moi, j'ai présidé la commission des affaires municipales pendant les fusions, hein, avec Louise Arel à mes côtés, avec ses cahiers sur des pets rouges, là. Elle tournait ça, puis elle signait, là. Alors moi, là, j'ai présidé la commission souvent parce que Yvon Vallière avait le cancer. Puis Yvon et moi, on était président, vice-présidente. J'étais vice-présidente, Yvon était sur son lit d'hôpital, des fois avec des traitements. On se parlait, on était vraiment en bonne entente pour comment je dirais ça, l'organisation de la commission, puis la législation et tout. Et pendant les regroupements des municipalités, des vendredis soirs épouvantables que je présidais, là, je peux vous dire que j'avais les deux pieds bien à côté dans le friche, comme on dit chez nous, pour mettre au pas Pierre Paradis, Thomas Mulcair, puis toutes les qui étaient là, puis la ministre Louise Arel avec sa petite voix douce et sa patience d'ange, là. Puis qui faisait son courrier là, pendant que les gens venaient faire du trouble puis du chahut pour pas que la loi passe. Mais moi, ça l'exerce à la patience, mettons. Et ça s'est passé. Puis les fusions municipales se sont faites. Mais dans chaque circonscription, les députés avaient leur mot à dire sur comment ça va se regrouper et tout. Puis je peux vous dire que on avait raison à bien des égards, que là, actuellement, dans le milieu rural, les gens n'ont plus les ressources financières suffisamment pour faire des réseaux d'aqueduc et d'égouts, donner des services corrects à leurs citoyens. Mais sauf que, comme disait Claude Morin, on peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Et je pense que mon gouvernement, Louise Arel, tout ça, ben ils ont tiré pas mal vite sur la fleur. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, ça se serait jamais fait. Puis à quelque part, c'était comme nécessaire dans la majorité des cas. Ça a donné des bons résultats. Oui. Puis moi, dans mon comté, j'ai pas voulu bousculer les choses. Puis vu que j'avais des petites municipalités en milieu rural, puis qui étaient quand même relativement bien gérées, j'en ai enlevé 2, 3. Des fusions, là, de la volonté de fusion. J'ai dit non, je fais pas celle-là, je fais pas celle-là, celle-là, je la fais, celle-là, non. Vous avez planifié les choses pour que ce soit le moins dommageable possible. Puis savez-vous quoi? Il y en a qui se sont fait après, qu'on avait refusé, et qui se sont faites, ou que j'ai forcé. J'en ai forcé une, puis quand je suis arrivée à la mairie de Montjoly, ben j'ai dit, hey, bravo, là, je suis rendue mairesse de Montjoly, puis c'est grâce à cette fusion-là qu'on va être capable de régler 2, 3 problèmes majeurs. Donc, par exemple, en approvisionnement d'eau potable. C'est-tu assez nécessaire, ça? Puis c'est parce que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a été fusionnée avec Montjoly qu'on a été capable de régler une couple de problèmes. On revient à la campagne de 1998, qui était votre troisième campagne. Le Parti québécois forme le gouvernement majoritaire sous Lucien Bouchard. Il va démissionner en 2001. Bernard Landry va lui succéder. Et vous, finalement, vous avez connu, comme on disait tantôt, vous avez connu plusieurs chefs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment vous avez évolué avec chacun d'entre eux? Oh là là. Vous nous avez parlé de M. Parizeau. C'est toute une question. Hein. M. Parizeau, d'abord, je l'avais connu militante. Hein? Je l'avais connu dans Gaspé, puis je l'avais connu dans plein de réunions du Parti québécois avant de devenir député en 1994. Et je ne redirai pas ce que j'ai dit tantôt. M. Bouchard est venu dans un moment dramatique où on venait de perdre le référendum, où il y a eu ce qui lui est arrivé avec la bactérie mangeuse de chair. Il a manqué de mourir. Puis je me souviens très bien, on était à l'Assemblée nationale quand c'est arrivé, puis on disait « Oh non, mon Dieu, il ne faut pas le perdre ». On venait de faire la bataille du référendum, puis on l'avait apprécié, puis Mario Dumont, puis c'était nos 3 chefs, hein, entre guillemets, le trio pour le oui au référendum. Et là, quand on a dit, ben là, M. Parizeau est parti, Lucien Bouchard, il faut qu'il s'en vienne. Puis il y a eu ce qui est arrivé au point de vue de sa santé. Puis après ça, il s'est rétabli, puis il s'est envenu comme chef. Et c'est aussi tout un homme, hein, Lucien Bouchard. Mais je peux vous dire que le déficit zéro, là, l'équilibre budgétaire, là, oh là là, c'était dur, ça. Ça a été dur. Les députés dans les comtés, imaginez-vous, là, de se faire dire non sur tout, apporter les mauvaises nouvelles, puis pas d'augmentation de salaire, puis équilibre budget. C'est dur. C'est dur parce que nous autres, on est là pour défendre les gens. Puis des fois, on sent foncièrement que oui, on a raison de faire ça. À quelque part, regardez, là, pendant la pandémie, s'il n'y avait pas eu une espèce d'équilibre zéro, là,
Mais regardez là, au niveau actuellement de la santé, qu'est-ce qui se passe? Et ça, le déficit zéro, les circonstances dans lesquelles ça s'est fait, c'était difficile. Mais M. Bouchard avait en même temps tout un charisme et toute une aura. Et il était capable de réunir les gens autour d'une table et de discuter des problèmes. Oui, vous avez des souvenirs de ces oui, de cette autant façon au de parti rassembler? Que dans la société. Souvenons-nous qu'il a réuni tout le monde autour d'une grande table, puis tout le monde a parlé, puis les gens se sont enlignés pour, oui, on va atteindre le déficit zéro. Puis il a offert à des fonctionnaires, entre autres des infirmières qui d'ailleurs sont retournées au travail quelques années plus tard, de prendre leur retraite avec des primes de entre guillemets, etc. Ça s'est fait de façon quand même, entre guillemets, un peu démocratique. Mais c'était dur. Il fallait être costaud, puis il fallait suivre notre parti, puis être capable d'expliquer les choses. Et Bernard Landry, un autre il est décédé, mais Bernard Landry, je le considère comme un ami et il me considérait comme une amie. Et il y a toujours eu comme un lien assez proche entre lui et moi. Il m'a toujours réglé les dossiers avec acharnement. Que ce soit Groupe Cédrico, quand j'ai eu besoin de son aide pour aider l'usine à perdurer dans le temps. Que ce soit pour Panval, l'usine extrêmement importante de Sébec, où il a été ajouté 125 millions en développement, puis c'est Bernard Landry, comme ministre de l'Économie, qui a piloté le dossier. Puis quand il est devenu premier ministre, là, j'ai été déçue dans le sens que, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il avait nommé quasiment tout le caucus au complet à des postes. Puis moi, je le savais que je serais nommée nulle part. Savez-vous pourquoi? Non, dites-le donc. Je vais vous le dire. Parce que mon comté était trop sûr. J'ose le dire. Et les ministres, puis des gens qui avaient des comtés dans lesquels ils étaient plus vulnérables au niveau électoral, ils ont été nommés, je sais pas moi, secrétaire d'État, ci, ça. Puis il y avait seulement un tiers à peine du caucus qui avait aucun poste. Et je me souviens très bien, je vais vous raconter une anecdote. André Boulris n'avait pas été nommé ministre, puis il était furieux. Puis il était encore en vie. Je pense que s'il était là, il dirait « où compte le denier? Je le compte. Et il était fâché. Il dit « Ah, tout le monde est nommé ministre, je suis pas nommé ministre. » Puis lui, ça faisait quand même longtemps qu'il était là. Puis André, c'est un bon militant et tout. Ben, il dit « Je m'achète une limousine. » Il s'est acheté une limousine pareille comme les ministres. Juste pour un petit clin d'œil, là, de dire hey, ça leur prend une limousine, moi aussi, je vais avoir ma limousine. Puis c'est un peu ridicule, là, quelque part. Là. Mais il voulait qu'il y ait le maximum, il voulait garder le pouvoir. On l'a perdu. En automne 2000, vous avez des demandes pour votre circonscription avec d'autres députés de région. Vous vous élevez contre le gouvernement, même si c'est le gouvernement péquiste, que vous accusez de montréalocentrisme. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent des régions qui trouvent que, par exemple, on donne trop de ressources. Ou bon. Oui. Comment vous avez vu évoluer les choses, vous, au cours de tous vos mandats? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu un meilleur équilibre entre les ressources des villes, des grandes villes, de la métropole ou de Québec? Ou ça a toujours été pour vous un enjeu? Pour moi, ça a toujours été un enjeu et ça va toujours rester un enjeu. Et que s'il n'y a pas des voix, on n'entend pas beaucoup de voix actuellement, puis même historiquement, si tu es un député, même si ton parti est au pouvoir, puis que tu es un député de région, puis que tu te bats pas pour faire entendre la voix de ton monde, là, dans des dossiers extrêmement importants, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit l'agriculture, la forêt. Si tu te bats pas, le maintien de la dernière école dans un village, tu feras pas assez. Il faut que tu le fasses entendre au caucus. Puis si c'est pas entendu au caucus, je regrette, là. Mais moi, là, comme député, j'allais aller le crier aux médias. Puis les gens le savaient, puis je le disais. Puis je me suis toujours dit, si on meurt, on va mourir debout toujours, sapristi. Vous aviez des alliés, là? Vous aviez des députés de votre région? 2 types d'alliés, Mme Navarro. Nos collègues des régions, nos collègues aussi de milieux urbains qui sont capables de comprendre que le Québec, c'est pas juste Montréal. Québec, Sherbrooke, c'est aussi que si, à un moment donné, on fait pas manger notre monde, si on va pas chercher du bois, si il y a pas... Bon, on le voit bien, là, avec l'électricité puis l'éolien, qu'il faut aller dans les régions puis s'entendre avec les communautés autochtones pour aller chercher accès à nos ressources, partager aussi les retombées des ressources, que ça se fait en collégialité. Chez nous, on l'a prouvé avec le développement éolien, parce qu'on s'est entendu pour le développement éolien, puis on a eu des retombées aussi. Ça fait que le Québec, c'est pas juste
les villes, c'est aussi le milieu rural. Et pour moi, 2 types d'alliés, donc les collègues aussi, oui. Puis des fois les collègues des autres partis. Oui. Tantôt, vous faut pas en avez l'oublier, parlé. la loi sur l'équité salariale. Dans certains projets de loi, là, les libéraux, les péquistes, les femmes aussi se sont entendus, ont fait des alliances pour défendre des choses. Je l'ai fait. Je l'ai vu tantôt, Nancy Charest en catimini, mais regarde, on le faisait. Puis les gens, on va pas faire une conférence de presse après, là. Et les alliés, c'est le peuple, la base, tes citoyens, les organisations, les syndicats de producteurs de bovins de boucherie, de producteurs de bois, les chambres de commerce, qui, en passant, passent souvent pour libérales, mais non, pas tant que ça. Si tu as un bon contact avec tes chambres de commerce, moi, je l'ai toujours eu dans la vallée, dans la Métis, puis si tu vas chercher leur appui, puis que tu es bien appuyé, là, dans le dos pour aller faire tes revendications, puis les partis politiques, là, ils aiment pas bien ça, là, quand ça retrousse d'ici et là, là. Oui. C'est bien fatigant. Puis moi, je pense que j'ai toujours eu assez de bons contacts avec les médias. Puis je suis déjà allée manifester avec les Monseigneur Blanchette, Monseigneur, en tout cas. Vous assumiez complètement j'assumais ma dissidence, puis je l'assume encore. Et je n'ai aucun regret d'avoir été dissidente dans des dossiers. Arrive la campagne de 2003 et ça va être un gouvernement libéral qui va être élu. Comment ça s'est passé, cette transition, pour vous? Ben, au lieu d'écrire au ministre péquiste, d'écrire au ministre ça n'a rien libéral. changé pour vous. Puis quand il te faisait niaiser avec ton dossier, ben là, tu te dis, ben là, c'est changement de régime, peut-être que je niaise plus, ou il me niaise plus, ou bien il me le règle. En fait, vous étiez toujours dans cette recherche de stratégie pour obtenir le plus pour votre région. C'est toujours ça. On est là pour ça. Oui. On est là pour régler des problèmes pour nos écoles qui ont besoin de fenêtres améliorées, de changer les fenêtres de la toiture, d'avoir de l'argent pour la sylviculture, de faire en sorte d'appuyer nos agriculteurs quand ils ont besoin de programmes adaptés, les routes. Moi, là, quand j'ai quitté en politique, les routes de ma circonscription étaient numéro 1. Pourquoi? Ben, j'étais présidente de la Commission des transports et de l'environnement. Ça aidait parce que j'étais tout le temps assise à côté du ministre. Fait qu'il m'entendait dire « Hey, Marlène », puis j'avais des beaux budgets. Puis Claude Béchard, qui était ministre aussi des Transports, il me prenait bien soin de ma circonscription, je dois le dire. Il y a des libéraux, puis Julie Boulay a bien travaillé avec les gens de l'Est du Québec pour justement la vin. Puis elle nous avait reçus dans son cabinet, puis avec une délégation de l'Est du Québec à laquelle j'avais organisé ça. Suzanne Tremblay était là, notre députée du Bloc. On avait mis sur chaque en tête de nos lettres la vin, on la veut, la vin, quelque chose comme ça. Là, avec... On était très stratégique et très lancinant et pénible, mais en même temps de bonne humeur. Puis la stratégie, c'est toujours d'aller d'aller chercher plein d'appui de ton milieu, puis de constant. Que ça vienne de la base. Que ça vienne de la base, que tu sois appuyé. Puis les ministres le savent. Puis quand tu vas, là, t'arrives, là, puis ils sont contents aussi de régler des dossiers. Puis moi, sincèrement, Yves Bolduc, ils m'ont réglé des dossiers, le Centre médecin de santé qui a tout été modernisé, mis à jour, la vallée de la Matapédia, l'urgence, tout a été vraiment modernisé. Monsieur Landry démissionne en 2005 et vous vous ralliez à la candidature d'André Boisclair. Quel regard vous portez sur les crises de leadership? Parce qu'il y en a eu quelques-unes. C'est tellement, comment je dirais ça, c'est reposant de ce temps-là qu'il n'y en ait pas parce qu'il y en a tout le temps eu. Et c'est fatigant. Et même dans le temps de M. René Lévesque, imaginez. Et le Parti québécois, c'est un parti d'idées. C'est un parti où est-ce que le militantisme est comme viscéral, il est vissé au cœur, puis ils travaillent fort, les gens, à la base. Alors, à un moment donné, quand c'est pas à leur goût, là, ils le manifestent. Et les courses à la chefferie ont toujours été assez émotives. Et moi, un des plus grands regrets de ma vie en politique, ça a été d'appuyer André Boisclair. J'ose le dire. Il m'a déçu, il m'a menti. Et je suis allée chercher 85% du vote pour lui lorsqu'il a fait la course à la chefferie, un de mes plus grands regrets. Et M. Landry, c'est un de mes autres regrets, c'est qu'il a quitté la chefferie. Si on a tout vécu ça, c'est parce qu'il s'est en allé pour une question d'orgueil et d'être mal conseillé par Sylvain Simard, Harold Debelle et des gens qui étaient autour de lui, qui lui ont pas dit les belles choses, les bonnes affaires qu'il aurait dû lui dire. Et à un moment donné, Lucien Bouchard, comme lui, ont eu à peu près 75-76% d'appui. Et ils sont partis, écoutez, là. Pour un parti comme le Parti québécois, moi, j'aurais dit merci beaucoup, je continue.
connaissant les gens, les militants de la base. Et à un moment donné, les bénis oui en politique, c'est pas bon non plus. Puis il faut savoir se remettre en question. Puis dire, bon, j'ai ça à travailler, puis je continue. Le monde ne peut pas me mettre tout le temps dans ce que j'ai décidé. Mais Bernard Landry aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'agir, puis capable de parler, capable de nous représenter. Je dois dire était, il est mort. Mais qui était tout un homme politique d'envergure. On était capable de l'envoyer en France. Il savait où est-ce qu'il s'en allait, puis un économiste. Alors, à un moment donné, là, c'est assez l'orgueil en politique, là, puis il faut toujours penser qu'on vise, notre parti, on visait la souveraineté du Québec, puis il faut... M. Parizeau disait une chose, puis ça a été repris par M. Landry, par d'autres. Laissons toujours la porte ouverte, on ne sait pas c'est qui veut rentrer, là, derrière nous. Arrivé en 2007, là, il y a la montée de l'ADQ, mais vous étiez quand même certaine d'être réélue. Oui. Vous saviez que vous aviez votre monde avec vous. Puis Mario Dumont, écoutez, c'est un gars de Rivière-du-Loup. J'avais fait la campagne référendaire avec lui. Je suis encore très en bonne entente avec Mario. Quand j'ai affaire à lui, si je veux l'appeler, je sais qu'il va me rappeler tout de suite. Je pense qu'il y a une belle sensibilité régionale aussi. C'est quoi, lui, être un député de région? N'empêche qu'avec la montée de l'ADQ, avec les gains qu'ils ont faits, le PQ s'est retrouvé en troisième opposition. Toujours. Est-ce que ça vous a dérangé de vous retrouver dans la troisième opposition ou de toute façon? Oui, c'est sûr. Écoutez, on a moins de temps en commission. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours adoré travailler en commission parlementaire. Okay. C'est plate en titi quand tu as juste à peine quelques minutes, là, pour travailler en commission, poser des questions au ministre, là, parce que quand tu es dans l'opposition, c'est ça ton travail, hein, t'opposer puis poser des bonnes questions. Que ce soit la période des questions, mais surtout le travail de législation. Et l'ADQ, quand on se fait grignoter d'un bord puis de l'autre, parce que le Parti québécois, il n'ira jamais chercher trop de votes chez les libéraux, hein. Puis on le voit là avec la CAQ actuellement, qui est, dans le fond, la suite de l'ADQ. Et à un moment donné, c'est quand on perd à gauche, à droite, puis surtout nous autres, on est plus centre et gauche. Là, à un moment donné, tu perds des députés, puis le vote ton vote se fait grignoter. Alors, ça a donné ce que ça a donné, ou la quasi-disparition du Parti québécois. En 2008, l'élection, c'est votre 5e campagne, quand même. L'élection va porter au pouvoir un gouvernement libéral majoritaire. Vous allez gagner encore une fois. Oui. Mais par contre, ça va être la première fois qu'une candidate solidaire va s'être présentée contre vous. Et il y a aussi des nouveaux dossiers qui arrivent dans l'actualité. C'est, par exemple, Internet haute vitesse. C'est quelque chose de nouveau. De nouveau. Je veux dire qu'on en parle et qu'on en fasse un enjeu politique, un enjeu électoral, et les logements sociaux. Est-ce que vous étiez familière avec ces thèmes? Oui. L'Assemblée nationale, lorsque les élus arrivent, les nouveaux ou les anciens, aussitôt qu'il y a d'ailleurs, ils nous changent les téléphones tout le temps au début d'un mandat, et on est toujours à jour au niveau des nouvelles technologies. Et Dieu sait que Internet haute vitesse, dans les régions comme la mienne, là, à un moment donné, dans mon dernier mandat, il y avait encore quelques villages. D'ailleurs, il y en a encore. Pascal Bérubé a dû faire la bataille. Ils viennent d'annoncer des millions pour justement finir la connexion avec Internet haute vitesse. C'est pas drôle quand tu arrives dans une tempête de neige, que tu es à Sainte-Marguerite-Marie dans une tempête de neige, ton téléphone, ça rentre plus, là. Tu es dans des situations d'urgence, là. Et moi, en campagne électorale, j'ai fait des campagnes électorales où je pouvais pas communiquer avec mes organisateurs ou mon bureau. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand les candidats sont députés sortants, il faut que tu continues à travailler tes dossiers, là, et donner des services à tes citoyens. Donc, si tu es dans un village à Saint-Glinglin puis que il n'y a rien qui rentre, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'arrêter à quelque part, prendre une ligne dure. En 2010, il y a eu aussi tout un débat sur la nouvelle carte électorale. Et vous avez été très impliqué là-dedans, évidemment. Racontez-nous un peu de quoi il était question et comment ça s'est passé pour vous. Très, très impliquée, autant au caucus, dans ce que j'avais à dire là-dessus, et ça, c'est toujours délicat, parce que le directeur général des élections travaille un petit peu comme en vase clos, hein. Il regarde, il fait sa carte électorale, il la refait. Ensuite, il va consulter, il fait une consultation. Et moi, l'avais vécu. J'ai vécu, la première fois que je me suis présentée dans Matapédia, j'étais dans un comté qui venait d'être remodelé, entre guillemets, et qui ajoutait Pointe-au-Père, qui est un quartier pratiquement, c'était une ville, mais c'était collé après Rimouski. Et j'avais des petits villages de la Métis qui étaient avec la Matanie et quelques-uns avec la Valise. Donc, c'est un peu absurde comme... Et là, je suis arrivée
en campagne. Puis là, j'arrivais pour faire campagne à Pointe-au-Père. Les gens me disaient, qu'est-ce que vous faites là, Mme Doyer? Êtes-vous perdue? Ben non, votre Pointe-au-Père est rendu dans ma tapette. Ah! Mais on était avec Rimouski. Alors ça, je l'ai vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui, à la fin, finit par vous fatiguer un peu, vous donner envie de quitter tous ces débats qui n'en finissent plus? C'est d'ailleurs ça qui a fait que je suis partie. Beaucoup. Puis, je savais que Pascal Bérubé, puis je vais vous raconter une autre anecdote, je l'appelais mon cheval fougueux. Tout l'automne, là, avant que je prenne la décision de quitter, puis qu'il y avait mon comté était devenu avec la Matanie et tout. Puis Pascal, il était inquiet avec raison. Tu sais, c'était lui ou moi pour être candidat. Ça fait qu'à un moment donné, bon, une investiture, imaginez comment ça aurait été déchirant. Je comprends. Le comté de Matane et moi. Puis moi, là, je gagnais parce que j'avais mes 2 MRC, puis les gens m'appuyaient. Pascal, je crois qu'il le savait. Mais là, il avait dit, je vais gagner si on s'affronte. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, hey, là, ça va faire. Puis là, je l'appelais cheval fougueux parce qu'il n'arrêtait pas de sortir dans les médias puis il disait, là, j'ai un bon sondage pour moi. Là, j'ai dit, on va faire une alliance. T'en parles pas, je m'en vais en vacances 3 semaines, j'y réfléchis. Puis quand je vais revenir, je vais donner ma décision. Puis quand j'étais partie dans le Sud, ben à un moment donné, il a fait une ou 2 petites interventions que j'ai pas aimées. Puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, là, je vais rester là. Mais c'était, dans le fond, c'était comme pas une vraie décision. Alors, quand je suis revenue en février, j'ai réfléchi. Là, j'ai décidé que je partirais, puis je lui ai dit, puis c'était correct. Puis je savais qu'il serait un bon député aussi. Il y a d'abord eu un moins bon député ou quelqu'un que j'aurais dit, hey, non, wow, je laisse pas la population avec quelqu'un qui je trouve qui est pas à la hauteur. Je serais restée. Puis je suis partie parce qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai un tiers de tâche de plus, puis là, et j'étais comme plus âgée que lui. Mais vous avez quand même fait beaucoup d'années. Vous aviez bien servi, ans, là. 18 ans, puis regardez, je suis arrêtée 1 an de la vie politique. Oui. Hein, j'ai quitté pour 1 an. Puis là, j'étais pas capable de circuler dans ma ville sans qu'ils me demandent de me présenter à la mairie. On s'enlignait 1 an plus tard pour une élection municipale. Donc là, j'étais obligée, Mme Navarro, de faire une conférence de presse officielle pour dire « Laissez-moi tranquille ». J'ai dit aux journalistes puis à tout le monde, j'ai dit « Là, pouvez-vous me laisser tranquille? Puis je vais vous dire à la fin du mois de juin, en conférence de presse, si j'y vais ou pas. » Ils m'ont laissé tranquille. Ça, c'était comme en mars. Puis à fin juin, j'ai décidé que j'y allais, puis je suis allée, puis je me suis fait élire à 70 de suffrage dans ma ville. Et c'était la première fois qu'il y avait une mairesse à Montjoly. D'ailleurs, première fois qu'il y avait une députée lorsque j'ai été élue. Oui. Mais vous avez à gérer là quand même aussi des disparitions d'institutions comme les CRE, par exemple, les conférences régionales des élus, les centres locaux de développement, qui étaient toutes des instances qui donnaient des ressources. Nous ne les avons pas fait disparaître, nous. Non. Pas vous. Le Parti libéral a décidé de faire disparaître les CRE. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a recréé, nous autres. D'abord, ça venait du Bas-Saint-Laurent, de l'Est du Québec, hein? De ce qu'on s'est parlé tantôt, de la disparition de villages, puis tout ça. Puis l'Est du Québec a toujours été très revendicateur pour faire entendre la voix des régions. Donc, nous, on aurait créé tout de suite presque la même structure, mais sauf qu'on n'avait plus d'argent pour la faire fonctionner. Mais on s'est trouvé des façons de trouver de l'argent pour les faire fonctionner. Il y a eu le développement de l'éolien aussi, il faut pas oublier. Nous, on était innovateurs, on a développé des projets, on s'est solidarisé pour avoir avec les entreprises privées, EDF de France, hein, Énergie de France, pour faire des projets éoliens. Et on a eu des retombées. Moi, comme mairesse de Montjoly, là, j'avais des beaux chèques qui atterrissaient je partais pour dire à ma banquette, je me pensais encore à l'Assemblée nationale, mais près de là où j'étais, à ma place, à la MRC, 250 000, 350 000, ça se prend bien ça. 1 fois, 2 fois par année, ou en tout cas. Parce que on a été partie prenante, on a été des associés avec les entreprises privées, puis regardez, là, la CAQ qui disait qu'ils voulaient rien savoir de l'éolien, mais là, ils sont là-dedans. Là. Puis ils sont tellement là-dedans que c'est Hydro-Québec qui va prendre ça en charge à bien des égards. Donc, le Bas-Saint-Laurent a été innovateur. Puis nous, on a recréé. Puis le CLD, on l'a pas aboli tant que ça. Puis moi, là, comme ancienne députée, je siégeais à la table de la MRC. Quand tout ça est arrivé, puis je peux vous dire que j'ai fait des batailles épiques à la table de la MRC pour pas... Parce qu'il y a des maires qui voulaient mettre ça. Dans la Matanie, ils les ont abolis. Puis ils sont descendus, là, il y a une personne qui est descendue en bas, là, qui a dit « Vous êtes tous dehors. »
Et moi, là, si c'était arrivé, là. Et on vous disait bonne gestionnaire, mais selon vous, quels étaient les plus grands défis? À la mairie? Oui. Ah oui, bonne gestionnaire. Parce que moi, que ce soit comme députée ou mairesse, un sou, c'est un sou. Puis le sou gagné par le peuple, dépensé pour le peuple, là, il faut l'avoir à l'œil. Bon, sous, millions, etc. Quand je suis arrivée, il y avait une dette. J'ai réduit la dette de 3-4 millions qui leur donnait la marge de manœuvre. On a eu de l'argent éolien, donc oui. Puis sans m'ingérer dans la gestion du personnel, j'étais quelqu'un qui était capable d'aller sur le terrain, d'être là à côté des gars là, qui travaillaient, là, l'école bleue, puis qui étaient en train de faire des chemins, de l'amélioration aux rues, puis de leur jaser, puis de voir comment les choses se faisaient. Ça fait que quand arrivait le budget, puis qu'ils demandaient une machine pour faire de l'asphalte froide ou de l'asphalte chaude, je savais de quoi on parlait. Ouais. Puis comme députée, je sais c'est quoi, l'aqueduc et les égouts, l'approvisionnement en eau, tout ce que j'avais fait comme députée me préparait à être mairesse. Oui. Et je vous confiais une autre chose, Madame Navarro, c'est que les gens disaient, c'est comme une déchéance. Comment ça, Madame Doyer, que vous vous présentez à la mairie, vous avez été députée 18 ans, c'est comme être tombé bas, là? Voyons donc, c'est quoi ça? J'ai été conseillère municipale 3 ans à Bédessart. Ensuite, j'ai été députée 18 ans, puis j'ai été mairesse 4 ans. Donc, d'une tâche à l'autre, il n'y a rien de méprisant à devenir mairesse d'une belle petite ville comme Montjoly, puis de s'occuper de tes citoyens. C'est quoi? Mais vous avez choisi de ne pas vous représenter pour un deuxième mandat. Non, j'étais fatiguée, là, j'en avais assez. J'aurais été réélue facilement à Montjoly. Comme dans le comté de Matapédia. Mais à un moment donné, là, la vie est là puis elle nous attend. Puis j'ai bien fait. J'aurais vécu la pandémie mairesse, puis j'aurais été malheureuse. Parce que moi, c'est le contact avec les citoyens que j'aime. Puis autant dans mes bureaux de comté, à Mkoui-Montjoly, que dans l'hôtel de ville. Puis j'ai des maires qui passaient régulièrement sans s'annoncer à mon bureau. Comment ça va, mon dossier, là, ça avance-tu? Alors, moi, tout ce travail-là de terrain avec des gens, puis d'avoir un bureau ouvert où t'es pas guindé, puis que, ben, faut pas exagérer non plus. Quand on fait du travail, puis qu'on a un agenda et tout qu'il faut tenir, c'est sûr qu'il faut pas non plus exagérer. Mais quand on prend le temps, puis d'écouter les gens, de les recevoir, puis de bien discuter avec eux autres, et qu'ils se sentent à l'aise de te dire les vraies affaires, ben c'est vraiment intéressant, ce travail-là. À quoi est-ce que vous avez occupé les années qui ont suivi? À rester chez moi, à profiter de ma maison, à être plus près de ma famille, à être mairesse de Montjoly. Voulez-vous dire, même après la politique? Après la mairie. Bon, j'avais besoin vraiment là, de rester chez moi. Puis vous savez, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'aime écouter la télévision, les séries, tout ça. Je dis souvent, les gens me demandent, qu'est-ce que vous faites, Madame Doyer? Je ne suis occupée à ne rien faire. Je suis occupée à ne rien faire. Je cultive l'art de ne rien faire. De se lever le matin, de se faire du bon café, d'en boire deux, de lire son journal, La Presse, le Journal de Québec, d'écouter les nouvelles, des niaiseries des fois. Mais là, tu es avec le monde. Tu écoutes des niaiseries, tu peux parler des niaiseries. Je fais des farces, mais c'est aller faire son épicerie... Prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre, recevoir des amis, voyager. J'ai voyagé beaucoup. Je suis allée au Vietnam, je suis allée au Cambodge, je suis allée en Angleterre et en Écosse avec ma petite fille Florence. Ça, c'était beau, 2 semaines. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Triskel du temps. Elle a refait l'histoire de l'Écosse, ça tient de sa grand-mère. Elle a refait l'histoire de l'Écosse à l'envers, puis elle a fait la souveraineté, l'indépendance de l'Écosse. Je passe l'hiver au Costa Rica. J'ai des amis au Costa Rica, des gens du Costa Rica. Puis je suis comme intégrée dans leur famille. Là. Je fais partie de la famille, donc je vis à l'heure du Costa Rica 2 mois par année. Puis c'est ça. J'ai eu un arrière-petit-fils, Léonard, 3 ans, un bébé de la pandémie que j'adore. Parce que je les ai traînés beaucoup, mes enfants, dans des activités politiques et mes petits-enfants aussi. Mes petits-enfants sont venus à des activités politiques avec moi. Puis ils ont été habitués au public, mais vous voyez, ils ont gardé ça. Dans leur vie professionnelle, on dirait que ça leur a développé, comment je dirais ça, la capacité d'entrer en contact avec le public. Et je m'occupe de mon arrière-petit-fils. J'ai dit à Gabriel, je te donne 1 journée par semaine
de sa naissance, le 7 de mai, jusqu'à temps que l'hiver arrive. Parce que, regardez, quand on a été député, puis qu'on a voyagé dans les tempêtes de neige, on n'en veut plus. Ça fait que j'ai dit, quand arrivera novembre, là, regarde. Et une journée par semaine, j'allais prendre soin de 9h à 4h, 5h du soir. Je dis, tu viens le nourrir, l'allaiter, puis c'est le restant, c'est à moi, ce bébé-là. Et vraiment, là, ça a été très agréable. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite se lancer en politique? Bien, d'abord, d'être capable de prendre réellement le pouls de la population, puis de pas trop avoir d'état d'âme aussi. Comment je dirais ça? L'hypersensibilité, là, je constate qu'il y a comme une hypersensibilité. J'espère que je vais être capable de l'expliquer correctement. Mais il faut avoir la coine dure en politique. Puis à un moment donné, le langage de peace and love, moi j'étais une peace and love, je suis de la régénération des peace and love, Madame Navarro. Mais la politique, c'est pas peace and love. On a des batailles à faire, on a des discussions assez corsées. Puis nous, là, au Québec, on est-tu capable de faire des discussions corsées puis de dire après, là, on se fait un consensus puis on s'enligne avec la supposée bonne décision à prendre? C'est qu'une jeune femme, un jeune homme qui s'en va en politique, là, tu t'en vas dans des choses qui sont pas tout le temps faciles. C'est pas un long fleuve tranquille. Tu vas avoir des adversaires. C'est un langage un peu guerrier. Puis vous savez, les gens, là, le féminisme et tout, que j'en suis, à un moment donné, il fallait pas avoir un discours de bataille lorsqu'on fait de la politique. Mais il faut être capable de garder ses valeurs, d'être capable de parler avec les autres, même si ce sont des opposants, de faire consensus sur les choses qui nous réunissent aussi, puis d'essayer de travailler à toujours se ramener sur le bien du peuple. C'est quoi qui est la meilleure chose à faire pour le peuple? C'est ça la base. Puis si tu vises toujours à être ministre, puis à ménager tout un chacun parce que tu veux être ministre, puis ménager ton chef, puis ménager ci, ça, peut-être que tu feras pas les bonnes choses à faire. Danielle Doyer, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez en entrant ici à l'Assemblée nationale après tant d'années? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Alors, je pense en priorité à ma première assermentation ici et à tout ce qui s'en est ensuivi avec les rencontres multiples que j'ai faites avec des collègues députés, des collègues ministres, tout le travail que j'ai fait. Parcourir ces corridors-là de nuit pour aller en commission, en législation, des études de crédit, au Salon Bleu. Et quand on siégeait des 48 heures en ligne, aller se reposer 1 heure ou 2, se relayer au Salon Bleu. Et c'est à ça que je pense, tout le travail qu'on a fait ici. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient en particulier? La plupart du temps, c'était quand même assez convivial. Puis des beaux moments d'échange avec des ministres aussi. Camille Lorrain, j'étais allée m'asseoir. Des fois, là, pendant les longues nuits de veille, on allait s'asseoir à côté d'un collègue, Jean Campeau, Monsieur Camille Lorrain, que j'admirais beaucoup, le père de la loi 101. Alors, ce sont des beaux moments où on pouvait échanger, puis qu'ils nous parlaient de leur expérience, de ce qu'ils avaient vécu au Salon Bleu quand nous n'y étions pas. Merci.